d'abord, avant de parler de l'asthme, remercier l'équipe de France qui nous a invités, et particulièrement mon ami Farfer. Moi, je voudrais le remercier pour son très bon cœur. Parce que je vais vous dire qu'au départ, on était parti sur 3 personnes. Et j'ai dit les 3 incontournables qui peuvent venir en France, c'est le président, le trésorier et le webmaster. Et puis, petit à petit, on a eu l'histoire. Vous connaissez l'histoire de l'obèse qui se fait tailler un pantalon chez le couturier. Alors, il est parti voir le couturier en lui disant « Est-ce que je pourrais avoir un pantalon qui me serre un peu pour que je voudrais avoir une ligne un peu mannequin ?» Et le couturier lui dit « Il n'y a pas de problème. » Alors, l'obèse avait dit « Moi, je voudrais ne pas porter de bretelles quand même. » Et puis, il va faire son pantalon et puis, il se coince à l'entrecuisse. Il va le voir pour le deuxième essayage, il lui ouvre un peu l'entrecuisse et puis il se serre à l'entrefesse. Il voit le deuxième, troisième essayage, il lui règle le problème de l'entrefesse, il se serre au ventre. Et puis il va le voir, il lui règle le problème du ventre, et quand il porte le pantalon tombe. Donc il lui a dit, il ne reste plus que de remettre les bretelles parce qu'on ne va pas faire autrement. Là, ça a fait exactement la même chose, on est parti sur 3. Et puis il nous retéléphone, une semaine après, on peut prendre 5. Alors les 5, on va ajouter. Et puis il a dit non, si Bachir Louzir n'y est pas, il faut ajouter si Bachir Louzir. Et puis il dit non, Saous Nahantous n'y est pas, il faut ajouter Saous Nahantous. Et puis il a dit non, Madame Haj n'y est pas, il faut ajouter ça. Et puis Fatma n'y est pas. En fait, on lui avait proposé les 11 de départ, on s'est retrouvé avec les 11 de l'arrivée. Voilà, on est dans l'histoire du pantalon de l'obèse chez le couturier. Et il a mis les bretelles à la fin parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, encore une fois, Lassad, merci à Yves, merci à tous ceux qui sont là pour l'effort que vous faites pour que nous soyons ensemble. Je vous remercie aussi beaucoup d'avoir joué le jeu, d'être venus nombreux, et ça nous fait honneur pour les Tunisiens qui vivent en France de voir qu'on a une grande équipe de professeurs, d'enseignants qui sont sérieux, qui veulent qu'on avance et qui apportent de nouvelles choses. Et je pense que tout le monde y gagne, que ce soit en Tunisie pour les Tunisiens ou en France pour les Franco-Tunisiens ou les Français. Merci beaucoup, merci. Bon, on va parler de la biothérapie dans l'asthme, leur place en pratique quotidienne. J'ai bien mis leur place, d'habitude on dit leur place, leur rôle, c'est un peu une terminologie pour couvrir un vaste domaine, mais en fait leur place est très importante parce que ce qui est inquiétant ces jours-ci, c'est que la FDA commence à les positionner dans les asthmes modérés et pratiquement légers, donc c'est quand même un peu inquiétant. J'ai mis la place pour que la place soit bien définie. Et puis dans l'asthme, c'est un terme, en fait c'est dans un asthme très particulier. Et cet asthme-là, sur le plan clinique, il est vraiment très particulier parce que c'est un asthme tout à fait différent des autres et ce que nous allons voir avec ses spécificités. Alors, les grandes révolutions en médecine suivent toujours les progrès thérapeutiques, ce qui est vrai. S'il n'y a pas de progrès thérapeutique, il n'y a pas de révolution. C'est pour ça qu'avant, on appelait ces maladies-là les maladies rares, les maladies orphelines. Donc, on essayait de les caser dans un système, en fait, de manque d'intérêt parce qu'il n'y avait pas de thérapeutique qui allait avec. Si on n'offre rien aux malades, c'est que la maladie n'est pas souvent intéressante. Donc, les biothérapies, c'est un tournant déterminant dans la prise en charge de l'asthme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous rentrons dans une nouvelle ère thérapeutique. Vous savez, moi, j'ai connu les aires thérapeutiques parce que j'ai connu l'ère thérapeutique de la théophiline injectable. Et puis arrive par la suite les sprays. Et les sprays ont révolutionné complètement la pathologie de l'asthme. J'ai connu l'ère thérapeutique de la corticothérapie à basse dose, à 50 microgrammes, qui a été un échec, puis à 250, qui a révolutionné l'approche de l'inflammation. Et puis, j'ai connu quand même aussi l'ère de la biothérapie qui a complètement révolutionné, qui va révolutionner, j'espère, l'approche que nous avons de certains asthmes. Je dis bien de certains asthmes. Voilà le questionnement que je me suis fait pour qu'on puisse suivre une ligne directrice. Pourquoi sommes-nous dirigés vers les biothérapies? On terminera quels sont les critères d'évaluation de leur efficacité. Alors pourquoi nous sommes dirigés vers ça? C'est parce qu'on s'est retrouvé devant des problèmes. Le problème premier, c'est qu'on a des guides, des multiples guides nationaux, internationaux, et malgré tout ça, on n'arrive pas avec le traitement standard à avoir un contrôle régulier de l'asthme. Vous savez, les derniers chiffres d'asthme non contrôlés, c'est des chiffres qui n'ont pas bougé depuis 2005. Depuis 2005, dans les pays nantis qui ont accès au traitement, je dis bien la France, au diagnostic, à la prise en charge, à la réhabilitation, au psychothérapeute, à l'urbaniste, à l'environnementaliste, eh ben nous avons toujours 39% d'asthme qui ne sont pas contrôlés. Pas forcément sévères, mais non contrôlés. Et puis 5 à 10% des patients ont
des asthmes sévères qui ne répondent pas au traitement conventionnel. Et puis ces asthmes non contrôlés ou mal contrôlés sont associés à une forte mortalité, il y a une forte morbidité avec des conditions économiques, je vous citerai tout à l'heure, dans une seule plaque, le chiffre économique du rapport entre ceux qui sont contrôlés et ceux qui ne sont pas contrôlés. Et puis, ces malades-là, c'est des malades qui posent des problèmes d'hospitalisation. C'est eux qui seront hospitalisés. Vous voyez un peu, j'ai mis 2 chiffres ici, parmi des asthmes, nous avons quand même 17% d'asthmes qui sont difficiles à traiter, 3,7% qui sont sévères, et d'un autre côté, actuellement, les chiffres disent qu'il y a entre 5 et 10%. Ça, les chiffres de Nicolas Roche en France, qui sont entre 5 et 10%. Voilà les chiffres français, en fait. Il y a 0,4% de la population générale qui a un asthme sévère, et vous avez 6% de la population qui a un asthme sévère, mal ou non contrôlé, et qui, eux, posent véritablement un problème, malgré la standardisation du traitement. Alors, quels sont les patients éligibles à cette thérapie? C'est ça le hic. C'est pour ça que dans cette thérapie-là, dans cette thérapie particulière, quels sont les patients éligibles? C'est la grosse question. Alors, les patients éligibles, vous les avez ici. C'est le step 5, le palier 5 du GINA, c'est-à-dire ce sont des malades qui se retrouvent ici. D'ailleurs, dans le GINA, les recommandations des devoirs que vous voyez ici, quand vous lisez le GINA, c'est des recommandations qui s'intéressent uniquement au palier 1, 2, 3, 4. Ils disent starting the treatment, ils commencent au 4. Le 5, c'est un palier qui est mis à part. Et vous voyez que dans le 5, c'est un palier où il y a optimisation du traitement corticostéroïde inhalé plus là-bas. Et là, on est obligé de mettre un traitement additionnel. Et s'il n'y a pas de traitement additionnel, il faut aller au phénotype pour considérer justement les fortes doses de corticoïdes inhalés ou oraux et aller, ce qu'on appelle, et vous allez voir ici, je vais mettre un agrandissement. Ces malades-là représentent en fait 10% qui vont répondre à une médecine personnalisée. Et dans ces 10%, pourquoi je mets médecine personnalisée? Parce qu'il faut ajouter quelque chose. Et sur les 10%, vous avez 4% d'entre eux qui vont répondre à une médecine de précision. Médecine de précision qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller à la biothérapie. Donc vous voyez que chez ces patients-là, ce sont des patients qui nécessitent d'avoir ce qu'on appelle une thérapie ciblée pour leur pathologie. Et c'est ça le problème de ces patients. Le terme d'asthme sévère non contrôlé est un terme qui a été attribué à ceux qui vont bénéficier de la biothérapie. Mais en fait, dans ces malades-là, dans ce fourre-tout de malades, chaque malade a une spécificité. Certains posent un problème de contrôle de leur qualité de vie, l'autre pose un problème d'exacerbation très sévère, les autres posent un problème de déclin de la fonction respiratoire. Donc, il faut déterminer les spécificités. Pourquoi? Parce que chez ces malades qui sont chaque un d'eux différents, vous êtes contraint au moment du traitement, de vous fixer les objectifs de la surveillance du traitement pour pouvoir si le traitement est efficace ou pas. Donc vous voyez que ces asthmes dits mal contrôlés, vous avez une déclinaison en asthme difficile à traiter, et dans ces asthmes difficiles à traiter, vous trouvez les asthmes sévères. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un asthme difficile à traiter qu'il est forcément sévère. Par contre, tous les asthmes sévères sont des asthmes difficiles à traiter. Alors, quels sont les critères, si vous voulez, de ces asthmes-là sur le plan d'expression clinique ou fonctionnelle? C'est les exacerbations sévères, c'est la mauvaise qualité de vie, c'est surtout thérapeutique l'utilisation des corticoïdes inhalés et c'est l'altération de la fonction respiratoire. Mais tous les malades n'ont pas ça. Chaque malade va avoir une spécificité sur laquelle vous pouvez contrôler l'efficacité du traitement. Donc, voilà la définition pour qu'on soit clair. Parce que là, c'est une question de sémantique. Bernard est là, et Bernard fait attention à tout. Donc, vous avez l'asthme mal contrôlé, c'est 2 éléments. Soit mauvais contrôle des symptômes, soit exacerbation fréquente. Je ne peux pas revenir sur cette définition. Vous avez les asthmes difficiles à traiter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que malgré un asthme optimisé sur le plan du traitement, et malgré quelquefois un traitement additionnel, les LAMA par exemple, vous n'avez pas le contrôle suffisant. Pourquoi? Parce que les facteurs contributifs, vous n'en avez pas tenu compte, et parce qu'il y a l'erreur diagnostique. Vous savez, le diagnostic de l'asthme, c'est comme les pénaltys au football. Vous avez un tiers de ratés. Donc on a 30% de faux diagnostics d'asthme. Et vous avez les asthmes sévères dits non contrôlés. C'est ceux-là qui vont bénéficier de la biothérapie. Ce groupe-là, c'est un groupe qui est génétiquement déterminé à l'avance. S'il y a échec, ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'il est déterminé génétiquement à ne pas répondre au traitement conventionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est un asthme qui est déjà mal contrôlé, sur un suivi de 6 mois, j'insiste bien, malgré l'observance d'un traitement optimisé,
par un spécialiste, et non pas par n'importe qui, et la prise en charge de facteurs comorbidité, c'est-à-dire qu'il doit prendre son traitement, qu'il ne doit plus fumer, qu'il doit prendre des précautions au travail, qu'il doit avoir une vie sur le plan hygiéno-diététique irréprochable, et la prise et qui s'aggrave si le traitement à dose élevée de corticoïdes en première intention est diminué. Vous voyez toutes ces conditions réunies pour pouvoir dire que c'est un asthme non contrôlé. Alors, comment les reconnaître? Il y a ce booklet là qui est sorti, qui vous donne... Il est sorti en fait en 2019 et chaque fois il est remis à jour. Et là, il vient d'être remis à jour en 2022. Et vous voyez que celui-là, il nous donne la marche à suivre pour la reconnaissance des asthmes sévères non contrôlés. Alors, la proportion selon l'étude hollandaise qui est sur le GINA, elle est en fait de 3,7%. Ce qui correspond en Tunisie à 17 760 patients qui sont justiciables. Moi, honnêtement, je vous dis honnêtement, ce chiffre me paraît un peu très fort. Je ne crois pas qu'il y ait ce chiffre de 3%. Je pense que si on est dans les proches de 1%, on est dans la réalité. Ce chiffre me paraît vraiment très élevé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que on est sur le terrain et on observe. Hein. Bon, alors, voilà, si vous voulez, le cheminement qu'il faut avoir. Là, pour ces asthmes, ce type d'asthme-là, c'est comme le pilote d'avion. Vous savez, le pilote, quand il est au décollage, il fait tous les jours Tunis-Nice. Mais quand il part de Tunis, il contrôle les paramètres. Quand il repart de Nice vers Tunis, il contrôle les paramètres. Pour ces malades-là, il doit être suivi par le même médecin qui doit contrôler tout le temps les paramètres. Les paramètres, c'est toujours le diagnostic au départ. Il faut toujours confirmer le diagnostic. Il faut regarder la prise du traitement. Il faut voir si le malade est observant. Il faut chercher des facteurs aggravants et des comorbidités. Est-ce qu'ils sont stables, pas stables? Est-ce qu'il a une nouvelle comorbidité qui s'est installée pour laquelle on ne s'est pas rendu compte la première fois? Il faut discuter l'augmentation et aussi la diminution du traitement. Décision partagée, évaluée, bénéfice-risque. Adresser le patient à un centre spécialisé si véritablement vous n'arrivez pas à le maîtriser. Et pour le cas, si vous êtes spécialiste, le faire passer de nouveau dans une réunion de concertation plus disciplinaire. Si vous ne faites pas ça, ils vont passer de l'asthme difficile à l'asthme sévère et vous allez faire retomber votre malade dans l'asthme sévère non contrôlé. Alors je voulais vous montrer pour le problème du diagnostic, vous avez cette étude de Louis-Philippe Boulet qui a été faite en 2018, qui a repris une autre étude qui a été faite en 2007. Eh bien, nous faisons toujours, sur le plan du diagnostic, un surdiagnostic dans 30 à 35% des cas. Un malade sur 3, considéré comme asthmatique, ne l'est pas. Et j'ai bien aimé cette plaque-là qui nous situe en matière de diagnostic différentiel. Au niveau de l'âge, vous avez 600 ans, qu'est-ce qu'on a? On a surtout le corps étranger et la dysplasie bronchopulmonaire. 10, 12, 39 ans, vous voyez ce qu'on avait, on a l'obstruction laryngée et on a l'hyperventilation. Tout à l'heure, Hugues hier avait présenté l'hyperventilation. La dame avait 40 ans. C'est l'âge de l'hyperventilation. C'est l'expression mentale de la schizophrénie bronchique, en quelque sorte. Plus de 40 ans, on est dans la BPCO, on est dans la cardiopathie, mais n'oubliez pas aussi l'embolie pulmonaire. Et là, on passe dans le schéma proposé maintenant par le GINA. Qu'est-ce qu'on fait? Étape 1, on a fait le diagnostic. Étape 2, on a optimisé le traitement dans tous ces compartiments. Pas uniquement le traitement de l'asthme, mais le traitement des comorbidités et le traitement hygiéno-diététique et aussi les méthodes de prise du dispositif. Si tout est réglé et que ça ne marche pas, on considère que l'asthme est sévère. Mais aussi, si tout est réglé, que ça marche, et qu'au bout de 3 à 6 mois de suivi, vous essayez de diminuer la corticothérapie orale et que ça ne marche pas, on reverse dans l'asthme sévère non contrôlé. Donc c'est très important à considérer. Et n'oubliez pas une chose qui est très importante, la biothérapie n'est pas un traitement esselé unique, c'est un traitement additionnel. Donc vous gardez le traitement de base de l'asthme auquel vous ajoutez la biothérapie. Si vous arrêtez le traitement conventionnel de l'asthme, eh ben, on va avoir échec thérapeutique. Voilà les comorbidités, je ne vais pas revenir dessus, vous les connaissez mieux que moi. Et puis on évalue les phénotypes. En fait, les phénotypes, c'est la clinique, l'âge, le prick test, les IgE totales, les IgE spécifiques, le PEN, c'est-à-dire les éosinophiles dans le sang, expectoration, et surtout un des éléments de prédiction et d'évaluation des phénomènes, c'est la fraction inhalée de NO qui est très importante.
Et après, on fait ce qu'on appelle l'inflammométrie. Alors l'inflammométrie, c'est quoi? C'est de déterminer si l'asthme est un asthme allergique et de déterminer si l'asthme est un asthme eosinophilique. Parce que ce sont ces deux types d'asthme qui vont répondre le plus à la biothérapie pour le moment. Mais actuellement, dans le pipeline, il y a quand même des biothérapies qui vont intéresser sur le plan d'efficacité les autres types d'asthme. Alors, moi, j'insiste bien sur le monoxyde d'azote et je pense qu'on devrait avoir dans le cabinet du pneumologue cet appareil-là parce que c'est un appareil très déterminant dans l'appréciation de l'inflammation. Parce que le terme de sévérité, je reprends un peu la sémantique, le terme de sévérité n'exprime pas la gravité. Sévère, c'est-à-dire que c'est un phénomène inflammatoire important. Grave, ça veut dire que c'est un phénomène obstructif. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que ces patients-là, on peut être trompé quelquefois par l'analyse de la fonction respiratoire. On ne trouvera jamais des bas VMS. On va trouver des VMS qui vont tourner autour de 60-65%. Alors que le malade est en exacerbation fréquente. C'est-à-dire que nous avons une inflammation qui est très résistante au traitement conventionnel standardisé. Donc la fraction de NO exhalé est importante parce qu'elle va exprimer si elle est élevée. Et alors les chiffres d'élevés, c'est des chiffres qui tournent autour plus de 40 ppb pour pouvoir dire qu'il y a un phénomène inflammatoire résistant. Et voilà, je vous montre les valeurs des biomarquages. Et vous voyez que dans ces valeurs de biomarquage, et c'est ça ce qui détermine cette pathologie, vous allez voir, je vais conclure avec sa problématique. Vous avez vu qu'on a les low, les médiums et les high, mais ce n'est pas ça tellement qui me choque. Ce qui choque, c'est que toutes ces valeurs-là sont affectées par ces choses-là, par le poids, par l'exposition aux allergènes, par la prise de corticoïdes, par l'infection. Donc il y a un phénomène de variation de tous ces éléments-là. Et si à un moment T, on va déterminer un phénotypage en tenant compte des biomarqueurs, vous pouvez être dans l'erreur de détermination de ce phénotypage inflammatoire alors qu'il ne l'est pas. Alors qu'il est peut-être neutrophilique et vous l'avez considéré comme éosinophilique. Et puis on évalue les phénotypes de l'asthme sévère et puis on commence par envisager des traitements non biologiques. Alors je vais vous donner mon avis sur le plan pratique. La priorité au lama. Moi, personnellement, je ne donne pas de priorité au lama parce que le besoin du patient n'est pas un besoin obstructif. La priorité, à mon avis, c'est les antileucotriennes. Et à la limite, j'irai plus au macrolide par la suite avant de passer au lama. L'habitude de poser les problèmes de lama, c'est parce que quand on a eu des résistances au traitement conventionnel, c'était le problème des obèses. Et c'est le seul cas où les lamas ont un effet supérieur, si vous voulez, aux antileucotriennes ou aux macrolides. Donc, l'AMA, comme ils le disent ici en première intention, à mon avis, n'est pas à considérer pour ce type de pathologie. Je parle de mon expérience. Et même dans la littérature, il n'y a pas on ne tranche pas de façon définitive. Alors, vous voyez les types d'asthme. En gros, voilà les phénotypes. Ceux qui sont précoces sont de type 2. Ceux qui sont non tardifs sont de type tardif. L'asthme du tabac. L'asthme des obèses, c'est plutôt de non-type 2. Alors, envisager les traitements biologiques d'appoint de type. Alors, les traitements que nous avons, c'est des anti-IgE, c'est les anti-IL5, les anti-IL4 et les anti-IL13. Alors, quelles sont les biothérapies disponibles? Les biothérapies disponibles, les voici. Alors, vous voyez que les biothérapies étaient considérées, la cortisone en 60 est considérée presque comme une biothérapie. Déjà, quand elle est arrivée, on disait « Ah, une biothérapie qui arrive ». Et maintenant, on a l'aîné, c'est un adulte de 20 ans, qui est les anti-IgE, le molizumab, le Xolair. Et puis, depuis 2015, nous avons tous ces MAP qui arrivent, le MEPO, le Resli, le Benra, le Dupi, enfin, vous avez tous les MAP qui arrivent et qui sont venus renforcer, si vous voulez, en quelque sorte, et qui sont venus appuyer le molizumab. Et depuis qu'ils sont arrivés, eh ben, ces performances ont augmenté. Parce qu'au départ, on mettait tous ces malades-là sous anti-IgE, alors qu'ils ne répondaient pas, et on disait qu'il n'était pas bon. Maintenant, depuis qu'on cible uniquement les allergiques, eh ben, le résultat est meilleur. Et puis, en 2021, sont arrivés les anti-TSLP. Moi, je pense qu'ils vont prendre une grande place dans le traitement de l'asthme, même si un dernier papier de 2022 a remis un peu en cause leur efficacité universelle. Vous voyez ce que nous avons à notre disposition actuellement. Et puis pour la France, parce que nous sommes ici en France, je dois parler de la France, vous avez l'arrivée de tout dernier, parce que vous avez vu pour ceux qui étaient au CFA, l'arrivée des anti-TSLP d'AstraZeneca, qui est le Tezspire, que vous voyez ici en Tunisie. Nous n'avons en fait que ça.
Et avec ça, on arrive à se débrouiller un tout petit peu. Et même avec ça, on a des difficultés parce que le laboratoire actuellement nous a un peu quittés parce que nos médecins tunisiens étant d'un amour-propre débordant, ils ont considéré qu'on n'a pas à contrôler leur connaissance dans le diagnostic, et ce qui fait qu'on a bloqué complètement le système, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. On est rentré du mauvais pied, Je m'excuse de faire une petite parenthèse, même. On ne perd pas de temps, comme ça on discute. Si vous voulez, on est rentré du mauvais pied parce qu'on a fait du parallèle avec les rhumatos. Les rhumatos, on n'a pas le même parallèle parce que les rhumatos n'avaient pas un traitement conventionnel efficace à 90% sur l'ensemble des PR, des spondylarthrites ankylosantes. Ce qui n'est pas le cas de nous. Nous, on est obligé de faire le choix de ces patients. Alors on s'est dit pourquoi les rhumatos prescrivent directement. Mais les rhumatos, ils n'avaient pas le choix. Nous, on a le choix déjà de déterminer les bons répondants, chose qu'ils n'ont pas. Donc actuellement, on a raté un peu le coche et on est en train de faire souffrir les malades qui, au départ, moi j'ai 4 malades qui sont sous xolaire et qui sont complètement transformés. Parce qu'on avait fait la bonne indication, c'est pas moi, je suis passé par l'RCP. On m'a corrigé d'ailleurs à 2 reprises. Et voilà les biothérapies disponibles et vous voyez un peu leur voie d'administration, c'est en principe des sous-cutanés. Hier, il y avait une petite erreur, si vous voulez, dans le quiz qu'on nous avait donné, mais on ne pouvait pas la corriger. Alors, il y a les anti-jeux qui sont sous-cutanés, on peut les donner soit à la maison, soit dans un milieu hospitalier. Vous avez simplement le restylizumab, celui-là, qui se donne un intraveineux, mais là, il ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Et vous voyez un peu les champs d'action, on va les reprendre ici. Et puis, vous avez l'asthme non T2 qui cible un peu l'IL-17, qui est en fait la TSLP, la thymique stromal lymphopoïétine, qui est une cytokine, mais qui est une cytokine qui intervient pratiquement dans tous les types d'asthme. Dans l'asthme eosinophilique, non eosinophilique, dans l'asthme polyallergique et dans l'asthme neutrophilique. Et vous voyez que cette molécule-là, l'anti-quelque chose, l'anti-TSLP, va jouer un rôle important dans le caractère universel, si vous voulez, de son administration, s'il y a un échec des autres thérapies ciblées. Et moi, je voulais vous agrandir un peu parce que c'est l'avenir, si vous voulez, de la biothérapie. Vous voyez un peu son action qui est pratiquement sur l'ensemble des cellules. C'est une cytokine qui induit, si vous voulez, l'activité d'un ensemble de cellules et que si on la bloque, eh ben vous bloquez tout le reste. Vous voyez un peu la large action qu'elle a. Là, c'est pour montrer le travail qui a été fait. C'est un travail qui avait montré qu'elle avait une action sur tous les biomarqueurs par rapport au placebo. Vous voyez un peu qu'elle a une action sur l'asthme non allergique, éosinophilique, neutrophilique et granulocitaire. Là, c'est pour montrer aussi qu'elle diminue, si vous voulez, le comptage des eosinophiles, la fraction de néoxalé et l'IgE total dans le sérum. Alors, quelles sont les indications respectives de ces biothérapies? C'est simple. Les anti-IgE, vous les voyez. Pour les MEPO et les DUPI, l'action c'est anti-L4 et anti-L5. Et en fait, on laisse l'anti-TSLP pour tout le côté neutrophilique et possigranulocytaire, tout ce qui n'est pas T2, c'est-à-dire les non-T2. Alors, quels critères pour choisir la biothérapie? Il n'y a pas beaucoup de critères. Il n'y a pas beaucoup de critères parce qu'il n'y a pas d'études comparatives du tout. Il y a l'AMM, se référer aux critères d'inclusion pour les essais, les particularités cliniques, essentiellement la polypose, les atopies, l'urticaire, les profils de tolérance, la voie d'administration, on va utiliser la voie qui est sous-cutanée, la plus acceptable, et surtout le coût, quelquefois on joue un peu sur le coût. Vous voyez cet organigramme-là, je vais passer cet organigramme même s'il est clair. Allergique respiratoire, on va à l'omalizumab, et eosinophilique, on va aux anti-L5 et anti-L4. Réévaluation après 6 mois, bonne réponse, on va ici. Mauvaise réponse, on va aux anti-TSLP. Mais moi, je trouve qu'il est véritablement peu élaboré. Voilà ce que présente le GINA, il présente les choses autrement. Il met l'âge, il met l'indication de l'asthme, il met les autres indications dans lesquelles je vais laisser Sam tout à l'heure parler de la polypose. On va parler du Sjögren-Strauss aussi, du syndrome hyperéosinophilique. Mais par contre, cet algorithme-là, qui a été fait par l'European Academy d'allergologie et d'immunologie clinique, me paraît être, à mon avis, il est très élaboré, très intéressant, et je vous recommande de le suivre. Alors, ce qui est important, c'est que la prise de décision est partagée avec les objectifs du traitement prédéfinis. Ça, c'est très important. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas du tout apprécier la qualité du résultat. Alors, vous voyez ici, d'abord, il y a la détermination du phénotype. Et puis, il y a le dosage des biomarqueurs. Parce que les biomarqueurs
permettent de définir le prédictif, mais sont des facteurs prédictifs du traitement et des facteurs du contrôle du traitement. Et puis par la suite, on a les définitions de la personne en question, au point de vue exacerbation, au point de vue consommation de corticoïdes inhalés, au point de vue du déclin respiratoire. Donc on a déjà les paramètres sur lesquels vous allez suivre le patient. À partir de là, vous allez définir le bon, si vous voulez, en quelque sorte, la bonne biothérapie qui va correspondre à votre patient. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Quand tout est en place, c'est mis en traitement additionnel. On fait bien sûr, on revoit le diagnostic, on voit tout le chemin, et puis on contrôle le malade au bout de 3 à 6 mois. En fait, 3 mois, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut le contrôler. Moi, comme ce concerne les quelques cas que j'ai, je les contrôle au bout de 6 mois. Et puis, on évalue par la suite les résultats. Si le résultat est bon, eh bien, on continue sans problème. Si le résultat n'est pas bon, on revoit si on est dans la bonne inflammation. Si on est dans la bonne inflammation, il y a 2 possibilités. Soit que c'est une inflammation neutrophilique, et puis on va changer, à ce moment-là, de fusil d'épaule, on va aller aux anti-TSLP, soit qu'il n'y a pas d'inflammation, et on va se dire, c'est que c'est une autre pathologie. Et puis, s'il y a un maintien de l'inflammation, qui est l'inflammation eosinophilique, on va se dire, le malade ne prend pas son traitement. On va checker, si vous voulez, l'observance du traitement. Et puis, si on check l'observance, on va voir si l'éosinophilie est maîtrisée ou pas. Si l'éosinophilie n'est pas maîtrisée, si vous voulez, le biomarqueur n'est pas maîtrisé, on va, si vous voulez, switcher vers une autre biothérapie. Si, par la suite, on considère que tout est en place, on va voir si la dose est bonne. Si la dose n'est pas bonne, on va switcher vers une dose qui est bonne. Et puis, il y a un élément, vous savez, l'élément 4 qui est très important, c'est la non-réponse. La non-réponse au traitement, elle est due quelquefois à des éléments, ce qu'on appelle les anticorps antidrogue neutralisants. Et ces anticorps antidrogue, quand ils sont neutralisants, on est obligé à ce moment-là d'abandonner pour switcher vers une autre biothérapie. Si tous ces 4 paliers sont assurés et que tout ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on fait un faux traitement. Alors pourquoi on fait un faux traitement? Parce que je considère, c'est une approche personnelle, que dans ces asthmes-là, qu'on considère asthme mal contrôlé ou non contrôlé sévère, il y a forcément une autre pathologie qui s'inscrit et qu'on considère comme un asthme-like et qui n'est pas en fait de l'asthme. Il faut aller, à mon avis, vers une autre pathologie, peut-être une pathologie auto-immune. Alors, quels sont les critères d'évaluation de l'efficacité? Vous voyez, ils sont très simples. Ce sont, si vous voulez, les biomarqueurs qui sont les critères. Et les biomarqueurs qui, à mon avis, sont importants, c'est l'éosinophilie dans les crachats, et la fraction exhalée d'anneau. C'est pour ça que j'ai dit, la fraction exhalée d'anneau, c'est quelque chose qu'on doit avoir à notre disposition et qui apporte beaucoup dans le suivi de ce type d'asthme pour l'efficacité du traitement. Alors, quelles sont les références d'efficacité? Moi, je pense que les références d'efficacité, c'est l'exacerbation, la réduction de la dose ou l'élimination de la dose de corticoïdes inhalés, mais certainement pas le VMS et aussi la qualité de vie. Je pense que ça... Mais ces suivis d'efficacité sont en fonction des patients, parce que les patients n'ont pas les mêmes suivis. Certains ont une mauvaise qualité de vie, s'ils s'améliorent, si vous dites je vais bien, je vais au travail, je fais mon sport, c'est-à-dire qu'il va beaucoup mieux. Et vous voyez, c'est pour le coût. Alors 10% d'asthmatiques qui consomment 80% du budget. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on met les malades sous traitement, il faut que ce soit le bon choix et la bonne indication. Alors il y a une problématique dans tout ça. La problématique, la voici. C'est que ces phénotypes inflammatoires qu'on détermine, ils vont être modifiables en fonction d'état stable et exacerbation. Vous voyez ici, état stable, exacerbation, et bien, ce n'est pas les mêmes pourcentages. Donc c'est pour ça que lorsqu'on dose, pour établir le phénomène inflammatoire allergique, non allergique, éosinophilique, non éosinophilique, il faudrait que le malade soit vraiment état stable. Connaissant la variabilité déjà dans la stabilité de l'asthmatique, c'est assez difficile d'être précis. L'autre problème, c'est en fonction de la prise des corticoïdes inhalés. Si on arrête les corticoïdes inhalés pendant 21 jours et qu'on dose, vous voyez ici, le malade est éosinophilique. S'il reprend son traitement qu'on dose après 28 jours, il devient possigranulocytaire. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que la détermination du phénotype doit se faire 3-4 fois et dans les moments stables pour être sûr. C'est pour ça que moi j'aime bien ce qu'a dit Paul Chanez, il faut suivre le malade pendant 1 année pour déterminer le phénotype. Je pense que 3 mois, 6 mois, c'est relativement peu. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre son temps pour être efficace. Et puis, il y a ce travail qui est sorti en 2021 et qui me paraît intéressant. T2 et non T2, réalité complexe. Ils ont tout à fait raison. Regardez ce qu'ils disent. 50% des patients changent
le profil de leurs biomarqueurs dans l'année, sans pour autant avoir une explication valable. Et puis, pour terminer, le dernier point, les eosinophiles. Alors, 200, 300, on ne sait pas. C'est le cutoff qui est important. Et vous voyez les eosinophiles, comme elles varient en fonction de l'exacerbation, en fonction de l'épisode aigu, en fonction du contrôle. Donc, où est-ce qu'on se situe? Si on est à 300, est-ce qu'on est dans la justesse? Si on est à 400, on est trop loin. Donc, ils ont préféré rester à 200 pour dire qu'à partir de 200, c'est l'état stable. On peut considérer que le malade a le profil qui est considéré comme étant le profil d'asthme sévère non contrôlé. Alors, j'arrive à la conclusion, enfin, qui est très simple. Moi, je pense que c'est un excellent renfort pour notre arsenal thérapeutique, incontestablement. Faire la bonne indication et le bon choix, il faut prendre son temps et passer par l'RCP. Si vous ne passez pas par l'RCP, vous avez au moins 60% de faire le mauvais choix et la mauvaise indication. Assurer une prise en charge personnalisée de ces patients. Ne donnez jamais ces patients à quelqu'un d'autre. Si vous décidez que ce patient-là, asthme sévère non contrôlé, biothérapie, c'est vous qui devez le suivre. Parce que vous le connaissez. Il va coller à vous. Il va coller à votre âme. Et vous allez, si vous voulez, le respirer. Mieux le connaître. Et puis, tenir compte de notre vécu. Pourquoi tenir compte de notre vécu? Votre expérience sera déterminante parce qu'il n'y a pas suffisamment de travaux qui sont déterminants pour nous donner des recommandations de très bonne qualité. Merci.